Peut-être un coup de tonnerre sur le Tour de France. Le directeur sportif de l'équipe Festina ainsi que le médecin ont été placés en garde à vue. Ils sont entendus par la police. C'est le retour des héros. Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu et Fabien Barthez sont tous rentrés au pays. Et là encore, ils n'étaient pas seuls. Fabien Barthez sera avec nous dans ce journal. La situation reste très tendue ce soir dans le midi de la France. Les pompiers sont sur le qui-vive. Hier soir, ils ont dû faire face à 150 départs de feu. Et puis c'est ce qu'on appelle une visite controversée. Le Syrien Hafez el-Assad arrive en France demain, illustration d'un revirement progressif de la politique française au Proche-Orient. Et puis enfin des images de fête, celles de Carcassonne, de Paris, des endroits où la fête du 14 juillet a été particulièrement illuminée. Madame, Monsieur, bonsoir. La menace planait sur le Tour depuis son retour en France. Chacun se demandait quand les responsables de l'équipe Festina seraient entendus par les policiers du SRPJ de Lille. Une perspective qui s'était encore renforcée quand le soigneur de l'équipe Festina, arrêté à la frontière belge avec un grand nombre de produits dopants, avait affirmé agir à la demande de ses dirigeants. Ce soir, c'est donc chose faite. Bruno Roussel, le directeur sportif, ainsi que le médecin de l'équipe ont été emmenés par les policiers dès l'arrivée de la 4e étape pour être placés en garde à vue au commissariat de Cholet. L'enquête sur place d'Olivier Galzi et de François Privat. Comment réagissez-vous, monsieur Roussel? La police ne le laissera pas s'exprimer. Abasourdi, Bruno Roussel a tout juste le temps de prendre un pull. Le directeur sportif de l'équipe Festina vient d'être interpellé à quelques dizaines de mètres à peine de la ligne d'arrivée. Une opération discrète malgré la foule, menée par les enquêteurs venu directement de Lille. Comment réagissez-vous, monsieur Roussel? J'attendais son nom. Vous l'attendiez et alors? Oui. Nous y voilà. Nous y voilà, mais Bruno Roussel s'attendait à une simple audition. Or, il est placé en garde à vue. Une garde à vue qui pourrait durer 4 jours. 2 minutes à peine après avoir déposé Bruno Roussel au commissariat de Cholet, le SRPJ de Lille repart en opération. Cette fois-ci, c'est une perquisition à l'hôtel de l'équipe Festina. Dans un camion, ils saisissent une mallette médicale qu'ils iront ouvrir à l'intérieur de l'hôtel, à l'abri des regards indiscrets. Ce soir à Cholet, on ne parlait pas du vainqueur de l'étape. Le Tour de France est sous le choc. Alors Olivier Galzi, vous êtes sur place. Bruno Roussel, le directeur sportif de Festina, avait bien réclamé lui-même cette audition depuis plusieurs jours, mais il ne s'attendait peut-être pas à être placé en garde à vue. Non, effectivement, il ne s'y attendait pas, en tout cas pas de cette manière-là, comme on vous le disait tout à l'heure. À peine la ligne d'arrivée passée par le peloton, la voiture de Bruno Roussel était juste derrière, et bien à quelques mètres à peine de cette ligne, un gendarme lui a demandé de se dévier et de tourner à gauche. Alors il l'a fait, il était un peu surpris, et au bout, eh bien, il y avait les enquêteurs. L'un d'entre eux lui a lu ses droits, il était surpris, il a demandé s'il pouvait téléphoner à son avocat. Évidemment, l'enquêteur a répondu que oui. Il a aussi répondu qu'il pourrait le voir au bout de 73 heures de garde à vue, ce qui signifierait que c'est une garde à vue stupéfiant et donc une procédure qui pourrait durer 4 jours encore. Alors j'imagine, Olivier, que c'est une surprise énorme sur le Tour. Oui, c'est une surprise, évidemment. Les gens, des milliers de gens étaient venus pour voir le peloton. Ils ne s'imaginaient pas, effectivement, s'attendre à un dénouement pareil. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en ce moment même, cela se poursuit. Derrière moi, Bruno Roussel est toujours entendu. Et à l'hôtel, la perquisition, elle se poursuit, comme vous allez le voir sur les images qui viennent juste d'être tournées. Le médecin de l'équipe de Festina, Eric Rickert, a été emmené dans le bus de l'équipe pour être entendu par les enquêteurs. Alors évidemment, on ne sait pas ce qu'il s'est dit puisque, comme vous le voyez, le bus a été refermé. Mais encore en ce moment, il continue à être entendu et on ne sait toujours pas s'il ressortira libre ou s'il sera lui aussi placé en garde à vue comme Bruno Roussel. Merci Olivier. Il faut préciser que le soigneur de l'équipe, lui, est toujours inculpé et écroué à la maison d'arrêt de Los-les-Lilles. Cette affaire de dopage ou en tout cas de trafic de produits dopants empoisonne le Tour de France depuis le début. Certains parlent quand d'autres observent un silence gêné et prudent. Florent Gautreau et Alain Poirier. Visage fermé, long silence et sourire de circonstance, drôle d'ambiance pour un Tour de France. L'affaire Festina a jeté un froid dans le peloton, car si les coéquipiers de Virenque sont en première ligne, tous les coureurs se sentent concernés. La première semaine du Tour, d'ordinaire très joyeuse, ressemble à un long chemin de croix. Je peux vous dire, c'est pas le Tour. Ça a cassé quelque chose. Bon, le départ en Irlande, ensuite l'affaire. On n'est pas dans l'ambiance euphorique du tout, c'est clair. Les performances restent dans l'ombre et la polémique éclate au grand jour. Les coureurs ne supportent pas la suspicion dont ils font l'objet.
Dès qu'on entend l'expression tous dopés, le monde du vélo a un réflexe d'autodéfense. C'est une catastrophe pour le cyclisme parce que nous sommes presque insultés tout le monde ou traités comme des trafiquants. À 17h30, Jean-Marie Leblanc apprend que Bruno Roussel va être entendu par la police. On en oublierait presque que le maillot jaune a encore changé d'épaule. La course passe au second plan. C'est le sort de l'équipe Festina qui est en jeu. On a cherché à nous faire exclure les coureurs ou à nous inciter à pousser l'équipe Festina en dehors du Tour de France. Il n'en a jamais été question. C'eût été profondément injuste pour les coureurs. Ils ne méritaient pas ça. Pendant les affaires, le Tour continue, les coureurs courent, les courageux s'échappent et les sprinters sprintent. Mais le cœur n'y est plus vraiment. Déjà occulté par la Coupe du Monde, le Tour de France fait maintenant parler de lui dans la rubrique des faits divers. L'épreuve reine du cyclisme mondial traverse là l'une de ses crises les plus graves et les rumeurs de retrait de l'équipe Festina ne sont pas là pour améliorer l'ambiance dans le peloton. Et cette affaire avait pris encore plus d'ampleur ce matin avec la publication par le journal François des propos d'un médecin suisse, le docteur Grémion. L'homme sait de quoi il parle puisqu'il s'est occupé de coureurs cyclistes et il affirme tout simplement que les cyclistes professionnels sont presque tous dopés. Des accusations bien sûr aussitôt contestées. Olivier Caroff et Virginie Fichet. L'EPO, ce produit dopant que transportait le soigneur de Festina, il suffit parfois d'une simple ordonnance pour se le procurer. Nous sommes en Suisse. Si nous ne repartons pas avec les doses d'EPO, c'est que cette pharmacie est en rupture de stock. Nous ne l'avons pas en stock, mais nous pouvons la commander donc pour demain matin. Nous pouvons l'avoir sans problème. Demain matin? Demain matin sans faute. Des substances de ce genre, le docteur Grémion de Lausanne s'envoie demander de plus en plus souvent par des cyclistes de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, il accuse les coureurs professionnels d'avoir donné le mauvais exemple. Selon lui, ils seraient presque tous dopés. C'est un important nombre de coureurs cyclistes qui prennent des produits interdits, qui le prennent actuellement de manière contrôlée, ce qui fait que s'explique pourquoi on ne surprend par les contrôles, même inopinés, que les maladroits. Cet autre médecin n'est pas d'accord. Il s'occupe entre autres de Richard Virenque, la star de Festina, à qui il a prescrit une cure de produits licites. Pour lui, les produits saisis n'étaient pas destinés à doper les coureurs. C'est tellement invraisemblable de se balader avec des quantités pareilles que c'est pas une quantité nécessaire à l'emploi immédiat, c'est un stock. Mais un stock destiné à qui? En France, d'autres médecins parlent d'un trafic au sein même de la caravane du Tour. Il y a des soigneurs qui gravitent dans l'environnement du Tour de France et qui vendent des produits dopants. Qui les vendent sous manteau ou plus ou moins ouvertement? Non, quand même. Ils ne vont pas mettre leur étalage dans l'hôtel de la direction du Tour et de vendre les produits. Mais c'est connu par les patrons des équipes, c'est connu par les organisateurs du Tour? S'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut qu'ils changent de lunettes. Avec l'affaire Festina, le tabou du dopage commence à être levé. Phénomène marginal ou fléau généralisé, c'est la justice qui apportera peut-être une réponse. Et cette affaire de produits dopants a été évoquée jusqu'au Conseil des ministres ce matin. Marie-Georges Buffet, pour la jeunesse et les sports, a réaffirmé son souhait que l'enquête aille jusqu'au bout, tout en estimant qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter le Tour de France. Le projet de loi antidopage, déjà adopté par le Sénat, devrait être présenté dès cet automne à l'Assemblée. Enfin, les sponsors de l'équipe Festina menacent de cesser leur financement si les accusations de dopage se confirment. Revenons maintenant aux Bleus et à l'équipe de France. Après les émotions de ces 3 derniers jours, sur le terrain tout d'abord, ensuite sur les champs et à l'Elysée, l'heure est venue pour les 22 héros d'Aimé Jacquet de prendre, comme on dit, un repos bien mérité. Certains ont choisi de rentrer chez eux et il est difficile dans ces cas-là de rester discret. Voyons d'abord comment s'est fait le retour de Fabien Barthez à Levallois, dans sa ville natale, dans l'Ariège. Christophe Larocca et Gilbert Ruzin. On le savait magicien, le voici équilibriste. Devant des milliers d'admirateurs venus de toute l'Ariège et de bien au-delà, Fabien lève le masque. Il redevient l'enfant du pays, celui qui découvrit ici le football à 7 ans. Il passait tous les matins devant la porte. Ça fait que Fabien Barthez, moi, je l'ai vu tout petit, mais je n'aurais jamais pensé le voir en équipe de France. Et au niveau où il est arrivé, jamais je n'aurais cru le voir là. Jamais. Je voudrais juste lui embrasser le crâne. Au nom de tous mes fils qui sont restés dans le noir, je voudrais lui embrasser le crâne. Embrasser le crâne de Fabien Barthez, c'est le fantasme de bien des Françaises.
Lui pourtant reste modeste, distribuant ses maillots, s'excusant presque de ne pas avoir réussi dans le rugby, comme son père Alain Barthez ou Patrick Estève, l'autre enfant du pays. J'aurais pu peut-être avoir la possibilité de faire la même carrière qu'eux dans le rugby. Mais bon, il s'est passé que ça a été le football. Mais bon, j'adore énormément le rugby. Émotion aussi lorsque Fabien retrouve son vieil entraîneur, le premier homme qui l'a conduit à des sommets qu'il ne réalise pas encore. J'ai envie d'être loin de tout ça. Je rêve même pas, je réalise même pas et je ne suis pas encore à ce stade. Je suis très épuisé, quoi. Fabien le modeste qui laisse la gloire aux autres, comme ce sosie qui depuis dimanche a beaucoup de succès. Allez, on voit que le baiser sur le crâne est de plus en plus répandu. On retrouvera bien sûr Fabien Barthez d'ici quelques instants. En attendant, continuons de voir comment se passe le retour au Pays des Bleus avec maintenant Emmanuel Petit, le dernier à avoir marqué dans ce mondial. 6000 personnes enthousiastes l'attendaient à Saint-Nicolas d'Aliermont en Normandie. Thierry Curté et Grégoire Ozina. Ils sont venus, ils sont tous là pour le retour du fils chéri. Saint-Nicolas d'Aliermont, c'est 4200 habitants. Sur la place, devant l'hôtel de ville, au moins 5000 personnes. Très heureux de revenir ici chez moi et de vous voir parce que j'en avais besoin. C'était un par la nuit. Un échange d'une grande sincérité. Emmanuel Petit a tenu tout de suite après les Folies parisiennes à rendre visite à ses parents, en Seine-Maritime. Fait citoyen d'honneur en mairie, mais vite rendu à son fan club. Alors, qu'est-ce qu'il a? Derrière, c'était l'équipe de France. Je vais le mettre dans ma chambre. Je vais le mettre dans un cadre, il y a rien à se dire. Pourquoi? C'est vraiment... Il a marqué 3 buts. Son père, ému jusqu'aux larmes, se souvient d'une prémonition. Emmanuel a rêvé il y a quelques années qu'il gagnait une finale de Coupe du Monde face au Brésil, 2-0. Mais non, il n'a pas transformé son rêve parce qu'en fait, il s'est réveillé trop tôt dans son rêve parce qu'il n'a pas vu la fin. Il n'a pas vu la fin du rêve. Donc il n'avait pas vu qu'il marquait un but en fait. Modeste jusque dans ses rêves. Faire plaisir à ceux qui ont cru en lui est un devoir. Mais les sollicitations sont nombreuses, alors il s'organise. J'ai 3 signatures différentes. Celle-là, c'est la plus rapide. Et c'est celle que je préfère. Si les gens me suivent, la tête, elle, a du mal. Bah, j'ai encore un petit peu mal à la tête, mais ça va beaucoup mieux. Tu en vas un autre, Tarnel? Non, attends encore un petit peu. Pas l'empoisonner. À l'Elysée, ils m'ont filé 2 trucs déjà. Mais ce n'était pas suffisant pour gommer 2 nuits blanches. Enfin, les vacances, elles seront courtes, à peine 15 jours, avant de reprendre l'entraînement. Didier Deschamps est rentré lui aussi, mais plus discrètement, ainsi que Vicente Lizarazu au Pays Basque. Une fête est prévue demain soir à Hendaye. Ronaldo s'est également mis au vert, c'est le cas de le dire, au Brésil, alors que toute la presse s'interroge sur le malaise dont il a été victime juste avant la finale. Des convulsions qui ont nécessité un examen complet à l'hôpital et qui l'ont visiblement beaucoup diminué sur le terrain. Christelle Bertrand. Ronaldo n'est pas en pleine forme, on peut même dire qu'il a bien du mal à descendre l'escalier. Depuis son retour au Brésil, les rumeurs les plus folles courent sur son état de santé. Ronaldo aurait eu une crise d'épilepsie ou de tétanie le jour de la finale. Une chose est sûre, 3 heures avant le match, il était à l'hôpital. Ronaldo est arrivé tout à fait normalement, marchant normalement et dans un état normal. Nous avons fait une série d'examens complémentaires ici, sur le plan clinique et examens complémentaires d'imagerie ou autre chose. Et tous ces résultats ont été communiqués aux médecins de l'équipe brésilienne. Et c'est en fonction de ces résultats que le médecin de l'équipe brésilienne a pris sa décision de faire jouer Ronaldo. Alors, tout le monde s'inquiète, même le président de son club. C'est une énorme erreur de l'avoir inclus dans l'équipe. Quelques heures plus tôt, il souffrait de convulsions. L'attitude de l'encadrement a été stupide. Les conséquences de leur acte pouvaient avoir de graves conséquences. Ils ont oublié que Ronaldo est un homme, pas seulement un joueur. À la fin du match, Mario Zagallo a reconnu que le problème de Ronaldo a perturbé son équipe. Mais le sélectionneur brésilien est accusé d'avoir subi des pressions du principal sponsor pour faire jouer Ronaldo. Au Brésil, les critiques fusent. L'enfant chéri de toute une nation va avoir bien du mal à surmonter tout ça.
Et le sponsor en question, Nike, a assuré n'être jamais intervenu dans cette histoire. En marge du mondial, sachez qu'une autre voiture folle a blessé 10 personnes dans la nuit de dimanche à lundi sur les Champs-Élysées. Son conducteur, un avocat britannique, a été interpellé et mis en examen. Et puis à propos de l'enquête sur l'agression dont a été victime le gendarme Nivelle, un hooligan allemand de 27 ans qui était recherché s'est présenté lui-même à la police. 2 autres hooligans arrêtés hier ont été mis en examen et écroués en Allemagne. Dans la région de Marseille, 500 pompiers restent sur le qui-vive. Hier, il leur a fallu se battre contre 150 départs d'incendie et aujourd'hui, le vent est resté fort. Le reportage de Caroline Marie et Michel Comin. On nous signale une fumée suspecte au niveau de Saint-Julien-les-Martigues. Le centre opérationnel de Marseille, c'est ici que s'organise la lutte contre les incendies. Les pompiers sont en alerte rouge, prêts à intervenir sur plusieurs foyers en même temps. Hier, malgré les nombreux départs de feu sur l'ensemble du département, cet ensemble de moyens aériens, terrestres, de surveillance, d'alerte a parfaitement fonctionné puisque tous les départs de feu ont été cantonnés sur des superficies extrêmement réduites. Ouais, tu as traité là apparemment la fumerole qui était avenue de Roche. Surveiller, coordonner, anticiper, c'est le travail quotidien des pompiers. Mais ils sont un peu démunis face aux actes de malveillance. Les pompiers, tels qu'ils soient, marins, sapeurs, sont là pour lutter contre l'adversité, contre la misère, contre la difficulté, contre les catastrophes, mais qu'ils ne peuvent pas, ils sont impuissants contre une volonté humaine de nuire. Car il reste à déterminer l'origine des 150 départs de feu à Marseille la nuit dernière. Les fumigènes du 14 juillet, l'imprudence n'explique pas tout. Mardi soir, un pyromane a été interpellé en flagrant délit dans l'est de la ville. C'est un mineur. Il a été remis à ses parents aujourd'hui. La mort de Monsieur McDo, Richard McDonald, le créateur des fameux restaurants, ou en tout cas de la formule de restauration rapide, est mort la nuit dernière aux États-Unis. Il avait 89 ans et sa marque, au même titre que Coca-Cola, est devenue en quelque sorte l'emblème des États-Unis à travers le monde. Juliette Beau. Son nom a fait le tour de la planète. Pourtant, Richard McDonald ne pouvait imaginer un tel succès en 1948 lorsqu'il ouvre son premier restaurant en Californie avec son frère. Hamburgers et frites, une carte réduite au minimum, des produits faciles à préparer, vendus à des prix imbattables. Le succès est immédiat. Leur fournisseur de machines à milkshake, Ray Kroc, sent la bonne affaire. Il achète au frère McDonald le concept et le nom. Et c'est lui qui, dans les années 60, va développer la chaîne de restaurants à travers tous les États-Unis. La jeunesse américaine raffole des hamburgers à 1 franc, les ouvertures se multiplient. 500 restaurants en 1963, 23 000 aujourd'hui, répartis dans 111 pays. Et partout, la même formule. Partout, les mêmes méthodes de travail, enseignées ici, à l'université du hamburger, au siège de la compagnie, dans la banlieue de Chicago. Chaque année, des milliers de salariés, futurs directeurs de restaurants, viennent pour apprendre les recettes. Et surtout, l'esprit McDonald's. Venus du monde entier, ces étudiants sont choyés. Car c'est d'abord à l'étranger, en Asie notamment, que McDonald's se développe. L'an dernier, plus de 2000 restaurants ont ouvert leurs portes hors des frontières américaines. Ce succès commercial, les frères McDonald n'en auront guère profité. Eux qui pourtant avaient tout inventé il y a 50 ans. Alors nous retournons tout de suite à Lavelanet, dans l'Ariège, où se trouve maintenant Fabien Barthez. Fabien Barthez, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça se passe bien ce retour au pays? Ça va. On ne vous lâche pas, ni la presse, ni vos fans? Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. J'ai d'ailleurs été très surpris. Je ne m'attendais pas à voir un accueil aussi chaleureux, aussi. Je sais pas, il y a du monde qui vient d'assez loin quand même. Donc bon, ça touche beaucoup. Vous n'avez pas pris conscience d'être un héros parmi 22, 23 avec Aimé Jacquet? Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Vous n'avez pas tout à fait pris conscience d'être un héros national? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas si même les 22 ont atterri encore. On ne sait pas trop où on en est là. Donc, ce qu'on a vraiment besoin, c'est beaucoup de calme et de repos, avant tout. Et vous pensez pouvoir l'avoir, ça, avec tous les gens qui vous attendent, qui veulent des autographes partout, qui vous sollicitent sans arrêt? Oui, je pense. J'ai organisé avec monsieur le maire d'Avelanet cette journée. Parce que donc je voulais enchaîner après ce qui allait se passer comme ça pour pouvoir bien partir, bien me reposer dans un endroit assez tranquille.
Donc j'avais organisé cette journée exprès pour après vraiment couper de tout. Vous avez beaucoup de vacances devant vous? Mais il me reste 13 jours de vacances. Et après, donc, 13 jours, c'est pas beaucoup quand même. 13 jours, après on reprend à Valence-Monaco, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Bon, qu'est-ce qui vous manque le plus là maintenant que la Coupe du Monde est terminée? C'est quoi, sont les petits bisous de Laurent Blanc? Non, ce qui me manque beaucoup, on a passé 2 mois ensemble, donc bon, non, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de repos. Et avec du calme et retrouver vraiment les vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Bon, j'en ai quelques-uns ici et c'est retrouver les vrais amis et refaire comme avant. Comment vous avez vécu cette journée, cette dernière journée à Paris, à l'Elysée, avec tout le Gotha parisien et politique qui se pressait autour de vous? Mais c'est pas tellement ma tasse de thé, ce genre de truc, donc... J'étais assez fatigué, pareil, donc j'ai vécu ça comme je sais pas, comme la plupart des joueurs, je pense. Donc comme une contrainte. C'était de bonnes journées. C'était une bonne journée, c'était pas pénible à vivre, c'était pas une contrainte quand même. Non, c'est pas une contrainte parce que bon, c'est vraiment un honneur d'être reçu par le président de la République, donc à l'Élysée. C'est pas une contrainte, ça fait partie du boulot, il faut faire avec. Donc comme cet après-midi. Il fallait que je passe ici, bon, et voilà quoi, donc c'est le boulot en quelque sorte. Alors on vous a entendu presque vous justifier sur le rugby dans ce pays de rugby. Comment se fait-il que vous n'ayez pas choisi le rugby au départ? Ah, j'ai pas choisi le rugby parce que tout ça s'est fait naturellement, quoi, ça s'est fait tout seul. J'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais bon, après j'ai bifurqué sur le football, donc je suis resté là-dessus. Étant jeune, il y a eu la première sélection, bon après il y a eu la petite histoire, quoi. Quand vous allez atterrir enfin, parce que j'imagine qu'un jour vous allez atterrir après tous ces événements et toute cette émotion, quelles sont les images que vous allez garder de la Coupe du Monde? Les images que je vais garder de cette Coupe du Monde, il y en a beaucoup. Ça me paraît en même temps, ça me paraît loin cette Coupe du Monde, mais bon, j'ai l'image de tous ces matchs, toutes ces actions, tous ces moments après les matchs. C'est des images qui reviennent sans cesse et c'est vécu au jour le jour, tous les jours, donc on se remémore tout, quoi. Bon, en tout cas, il n'y a pas une image en particulier, quoi. Et c'est une ambiance, un collectif, et est-ce que vous avez vécu pendant tous ces jours avec tous ces joueurs? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Non, je disais c'est une ambiance et un collectif de vie avec tous ces joueurs pendant tous ces jours. Vous ne m'entendez plus, Fabien. En tout cas, je vous remercie beaucoup au nom de la rédaction de France 2 de nous avoir consacré encore... Excusez-moi, je ne vous entends pas. Je vous remercie de nous avoir consacré encore un petit peu de temps alors qu'on vous sollicite beaucoup, nous et d'autres, depuis cette merveilleuse victoire en finale de la Coupe du Monde. Merci Fabien Barthès. Ok, je vous remercie. Au revoir. Le président syrien Hafez el-Assad commence demain en France une visite controversée. Cela fait 22 ans qu'il n'était pas venu à Paris. Il sort d'ailleurs très peu de son pays qu'il gouverne d'une main de fer et où le problème de sa succession se pose depuis la mort accidentelle de son fils aîné. Reportage de nos envoyés spéciaux en Syrie, Philippe Rochaud et Jacques Gérard. Le lycée de l'Attaquié où Hafez el-Assad a fait ses études au temps du mandat français avant d'entrer dans l'armée. Sa statue rappelle que la clé du pouvoir en Syrie se trouve ici, dans cette communauté alaouite minoritaire, à laquelle il appartient, mais qui a donné ses dirigeants au pays. Son image est partout, mais sa main de fer dans le conflit du Proche-Orient impose encore le respect. Avant tout, c'est le premier président dans les pays arabes qui avait une stratégie très claire contre l'Israël. Hafez el-Assad, ministre de la Défense pendant la défaite arabe de 67, s'est emparé du pouvoir 3 ans plus tard, dans un pays qui détenait le record des coups d'État. Et depuis, il a déjoué tous les complots, comme celui des frères musulmans, 20 000 morts à Hama, dans la répression menée par les brigades de son frère Rifat. Nostalgique de la Grande Syrie, Assad impose sa loi au Liban avec 30 000 de ses soldats. Mais la succession d'Assad sera difficile et l'héritage lourd à porter. Dans son fief de Kerdaha, on pleure encore ce fils prodigue, Bassel el-Assad, mort il y a 4 ans dans un accident de voiture. C'est lui qui devait prendre la succession d'Assad. La mort l'a fauché à 32 ans. Nous avons aménagé le tombeau de Bassel pour 3 raisons. À cause de la pression des gens, pour les bienfaits que Bassel a prodigués à la jeunesse et par suite de l'afflux des visiteurs qui viennent lui rendre hommage. Devant le mausolée qui lui sera dédié, on voit Hafez el-Assad regarder son fils, cavalier émérite, aimé de la jeunesse du pays, monter au ciel. La Syrie ne se remet pas de la mort du fils. On l'aime, il a aidé les sportifs, vraiment on l'aime.
C'était un nombre de rues, tu le trouves partout, tu le trouves dans un café, avec les gens dans les rues, dans les matchs de football. Et c'est pour ça que vous avez été aussi attristé par sa mort. On était tellement attristés par sa mort. Tellement parce que c'était une surprise, on était choqués parce qu'un accident de voiture, il n'est plus là. Le régime entretient le culte du fils comme il entretient le culte du père. Il veut prouver aux Syriens que le pouvoir ne peut venir que de la famille Assad. Et ça marche. Sur son balcon, ce jeune a même construit une statue de Bassel en hommage à son œuvre. C'est par fidélité à l'âme de ce martyr que j'ai fait cette statue. C'est la moindre des choses pour garder le souvenir de Bassel, car il nous a donné l'espoir. Mais Bassel n'est plus, et comme l'illustre cette peinture naïve, les rênes du pouvoir devront passer à son frère de 31 ans, Bachar, trop jeune, pas encore formé, alors que le temps presse pour préparer la succession d'Hafez el-Assad. Cette visite, je vous le disais, est controversée. Le président syrien a été longtemps diabolisé par la France et considéré encore par les États-Unis ou l'Angleterre comme le responsable d'un État terroriste. Mais depuis quelques années et depuis la visite de Jacques Chirac en Syrie en 1996, la France a réorienté sa politique au Moyen-Orient et repris le chemin de Damas. Les explications de Philippe Rochon. Ce bain de foule de Jacques Chirac et d'Hafez el-Assad à Damas a marqué les retrouvailles franco-syriennes. La Syrie voit encore dans la France l'héritière de la politique du général de Gaulle qui condamna Israël pour avoir déclenché la guerre de 67. François Mitterrand avait recentré cette politique en se rapprochant de Jérusalem. Jacques Chirac revient sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, la Syrie veut effacer sa réputation d'État terroriste où des Carlos, des Abou Nidal, des Ahmed Jibril avaient pignon sur rue à Damas dans les années 80. La France, de son côté, a tourné la page de l'assassinat de notre ambassadeur au Liban, Louis Delamarre, en 81, alors que les Syriens étaient soupçonnés. La présence de l'armée syrienne au Liban, acceptée par la France, permet à la Syrie de tenir un nouveau front face à Israël. Le contrôle que la Syrie exerce sur les 350 000 réfugiés palestiniens de Syrie et les 400 000 réfugiés palestiniens du Liban lui donne une carte maîtresse dans le conflit. Enfin, sa volonté de récupérer la partie du Golan occupée par Israël depuis la guerre de 67 fait de la Syrie un partenaire incontournable. Mais le processus de paix est bloqué et Damas compte sur Paris pour aider à le relancer. Les deux présidents devront voir comment la France et la Syrie, les Européens et les Arabes, y compris les Américains, peuvent faire revivre, sauver ce processus de paix avant qu'il ne soit trop tard. En se tournant vers Paris, la Syrie veut montrer que les États-Unis, trop liés à Israël, ne sauraient détenir le monopole des négociations de paix et que la France peut de nouveau jouer un rôle capital au Proche-Orient. La Russie s'apprête à enterrer les restes de Nicolas II, le dernier tsar, mais beaucoup en Russie, à commencer par l'Église orthodoxe, doutent que les ossements exhumés dans les environs d'Ekaterinbourg soient bien ceux de la famille impériale. Si bien que cette cérémonie, qui devrait être celle de la réconciliation nationale, risque de rouvrir certaines plaies dans le pays, 80 ans après l'exécution du dernier tsar par les communistes. Les deux Français enlevés au large de la Somalie il y a 1 mois et demi sont toujours dans les mains de leurs ravisseurs. Leurs familles ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à payer une partie de la rançon d'environ 450 000 francs. Mais au Quai d'Orsay, on précise que la politique de la France est de ne jamais céder au chantage. Et puis une baisse de la TVA est bien à l'étude dans l'équipe gouvernementale, une baisse qui concernerait certains produits. François Hollande, le premier secrétaire du PS, demandait ce matin sur Europe 1 que les secteurs de l'énergie et de la restauration soient les premiers visés. Et puis à propos des dépenses de l'assurance maladie, la hausse au mois de mai est de plus de 0,4%, ce qui fait une progression de 6% pour les 5 premiers mois de l'année, un niveau très élevé. Hier soir, toute la France était en fête pour le 14 juillet. À Carcassonne, la ville qui est classée au patrimoine mondial depuis maintenant 7 mois, fêtait les 100 ans de son embrasement. Karim Komadzi et Françoise Mazou en sont encore tout émerveillés. La nuit tombe doucement sur les berges de l'Aude où campent depuis des heures touristes et habitués. Je vous assure, j'en ai vu de jolis, mais il paraît qu'aujourd'hui, il va être magnifique. La foule est immense et le silence presque religieux. Voilà 100 ans que s'embrasent les remparts médiévaux de la cité. L'engouement n'a pas pris une ride.
seules les techniques ont évolué. Au milieu de kilomètres de fil, une quinzaine d'artificiers s'activent malgré le très sophistiqué système pyro-digital qui déclenche les fusées au dixième de seconde. Ça reste très artisanal de temps en temps parce qu'il faut s'adapter au terrain. Il y a des positions de produits qu'on ne peut pas adopter ou des escaliers qu'on n'avait pas prévus sur les plans où il faut décaler le produit, il faut fixer le produit. On court souvent, il y a 600 mètres de façade de feu sur 2 étages. Au total, en une soirée, 50 km de slalom entre les fusées, 12 tonnes de matière inerte, 600 bombes, rien que pour le bouquet final. Le tout savamment disposé sur des remparts fraîchement classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi faire frémir la caisse des bâtiments historiques, mais la féerie est à ce prix. À Paris, le feu d'artifice sur le Champ de Mars a tenu toutes ses promesses. En revanche, le spectacle de Jean-Michel Jarre, qui l'a précédé, n'a pas plu à tout le monde. Il faut dire que le compositeur avait choisi de l'accompagner par de la musique techno. Sophie Mézel et Jocelyn Lermusio. Un feu d'artifice pour en bloc fêter la musique le 14 juillet et encore la Coupe du Monde de foot. On ne s'en lasse toujours pas. La soirée avait bien démarré. À 19 h, la foule se massait déjà au Champ de Mars pour ne pas en manquer une miette. Une occasion supplémentaire de se rassembler en ces jours de patriotisme exalté. On aurait tort de ne pas en profiter. 500 000 personnes ont répondu à l'appel. Ah, ça fait un peu flou, hein. Je suis à peu près là. Mais là-bas, ça sera clair. Mais pour entendre les premières vibrations de Jean-Michel Jarre, il fallut attendre jusqu'à 22 h 30. La foule qui piétine et l'artiste qui se fait attendre. Une demi-heure plus tard, c'est le raz-de-marée, direction la sortie. Pourquoi partez-vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Un peu déçu quand même. Ouais. On voit rien. On voit rien, les écrans sont pas assez hauts. Et pourtant, le spectacle donnait autant à voir qu'à entendre. Son synthétique et images psychédéliques, ça n'est certes pas du goût de tout le monde, mais comment faire l'unanimité? Revenons maintenant sur le Tour de France, sur son aspect sportif, avec la 4e étape entre Plouay et Cholet, la plus longue étape cette année qui a été remportée par un Néerlandais. Le maillot jaune, lui, a une nouvelle fois changé d'épaule. François Brabant. Pour une étape comme celle-là, faire la circulation, c'est pas bien compliqué. On fait juste attention au rond-point et après, c'est tout droit. 252 km à parcourir jusque Cholet, c'est la plus longue étape de ce Tour 98. Une route interminable qui s'étire sur les terres de Bretagne. En voiture, ça pourrait devenir fastidieux. Heureusement, en vélo, c'est plus rigolo. Et vu du ciel, c'est beau. Et quand on descend du ciel, on tombe sur 2 échappés. 2 échappés français, monsieur Daniel Nazon et Jackie Durand. Durand qui, à un moment, est même virtuel maillot jaune. Mais voilà, la route est longue et le peloton finit par revenir. Une fois les 2 échappés avalés, on se prépare à un sprint massif. Mais le Tour de France est plein de mauvais génies qui s'amusent à tout contrarier. Et à 5 km de l'arrivée, c'est la chute. Dans cette chute se trouve Mario Cipollini, l'Italien, le meilleur sprinter du peloton, et l'Australien Stuart O'Grady, qui vient de remporter 2 sprints de bonification. Les 2 hommes repartent, mais c'est un 3e, le Néerlandais Blaise Evans, qui l'emporte. Pour Cipollini, c'est une journée pour rien. Pour O'Grady, c'est une journée qui finit bien. Il devient le 2e Australien de l'histoire à endosser le maillot jaune 16 ans après Phil Anderson. Et à Rome hier soir, c'est le record du 1500 mètres qui a été très nettement battu. Le Marocain El Guerrouj a parcouru la distance en 3 minutes et 26 secondes exactement, effaçant du même coup la performance de son grand rival qui lui est algérien. Passer la Coupe du Monde et le 14 juillet, c'est pour beaucoup l'heure du vrai départ en vacances. Alors sachez que vous êtes très attendus, surtout sur les plages. Elles ne représentent que 4% du territoire national, mais l'été, bien exploitées, elles peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le reportage sur l'une des plus célèbres d'entre elles, celle de Pamplonne, près de Saint-Tropez. Jean-Jacques Dufour et Blaise Grenier. Vu d'ici, la grande plage de Pamplonne, c'est jamais que du sable. Oui, mais avec la mer à côté, ce sable, c'est de l'or en barre.
D'ailleurs, le matin, les plagistes ressemblent un peu à des orpailleurs qui bichonnent leurs pépites. Pour vendre, faut que ça brille. Le client, il va arriver, la plage, il va y avoir 3 mégots. À côté, il va y avoir un mégot, j'exagère un peu. Mais le client, il est à côté, donc... Donc, au boulot, la saison est courte et la concurrence impitoyable. Sur ces 27 hectares de paillettes dorées qui attirent plus de 30 000 personnes chaque été, il y a quand même 26 établissements privés. Des affaires commerciales dont le chiffre d'affaires global est d'environ 200 millions de francs par saison. Regardez ma montre à la fin. Ah, c'est un sable qui rapporte de l'or, oui. Oui, qui rapporte de l'or, mais c'est difficile à tamiser. Ces plages dites privées ne le sont pas vraiment puisqu'elles appartiennent à l'État et que les communes qui les gèrent n'accordent que des concessions limitées dans le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Tenez, quand Paul Van de Castel s'est établi à Pamplonne en 62, son petit bout de paradis coûtait seulement 500 francs. Et aujourd'hui, ça vaut combien de concession? Une concession, ça vaut 200 000 francs. C'est un an normalement. Normalement, c'est un an renouvelable. Chaque année, les plages ainsi concédées rapportent environ 5 millions de francs à la commune de Ramatuelle et génèrent 500 emplois directs. Vous voulez entrer, s'il vous plaît, j'enlève. Des emplois, des sous, je vous l'avais bien dit, le sable est une valeur sûre. En tout cas, c'est sûrement ce que pense le groupe financier qui vient de racheter 2 concessions à quelques centaines de mètres de celle de Monsieur Paul. Des investisseurs qui n'ont pas lésiné sur les moyens, une plage commerciale, ça doit être dompté, apprivoisé, désensauvagé. Vous avez combien d'employés? 38 personnes. Vous savez combien vous avez de matelas ici, à peu près? 180 par plage, ce qui nous fait environ 350 matelas, en gros. Et nous avons des réserves. Des réserves, certains en émettent, les plages privées disent-ils, pour draguer, c'est pas le pied. Ouais, il faut venir sur la publique. Public, c'est mieux. La privée, c'est bien pour dormir, et les matelas, c'est impeccable. La privée, donc pour dormir, la plage publique pour draguer. À Pamplonne, les Tarzans des bords de mer peuvent être aux anges, il y a 22 hectares de plages publiques. Mais bien évidemment, c'est pas là que Jérôme gagne sa vie. Pour lui, une plage sans matelas, c'est comme une journée sans pain. Ton record, c'est combien de matelas? Comment? Ton record, c'est combien de matelas? Moi, c'est 13 matelas. 13 matelas? Ça dépend, parce qu'il y a des matelas souples et des matelas un peu plus durs, donc plus épais. À propos de pain, Jérôme Bonnepatte parle de tout sauf d'argent. Ici, le sujet est tabou. Le problème de l'argent avec les Français, on le sait bien, c'est toujours délicat, puisque dès l'instant où on dit qu'on gagne de l'argent, on est suspect de gagner trop d'argent. Alors c'est pour ça que d'une façon générale, les gens n'aiment pas trop, les commerçants n'aiment pas dire combien ils gagnent. C'est ça le problème. Oui, mais comme nous sommes pugnaces, disons que dans ce coin-là, le chiffre d'affaires d'une plage moyenne est d'environ 3 millions de francs. Comme quoi, finir sur le sable, c'est toujours mieux que sur la paille. Et pas très loin de là, à Nice, c'est le 50e anniversaire du festival de jazz. Pour l'occasion, les organisateurs ont fait appel à un nouveau directeur artistique, Michel Leb, Yasmina Farber et Didier Beaumont. À Cimiez, les places assises sont parfois originales. Dans ce jardin d'oliviers, le jazz se vit tranquille, en famille. Une ambiance de kermesse avec un passage incontournable au stand de la Soca, cette spécialité niçoise à base de farine de pois chiches, devenue légendaire. Moi, quand je vois des gars qui paient quand même 170 francs la soirée pour écouter, comme il y a 2 ans, des Red Charles, et qui se mettent à la queue pour acheter du franc de Soca, je me demande pourquoi. Les gens vont et viennent d'un podium à l'autre, en famille, avec les enfants. Il y a quelque chose de très familial, de très festif, évidemment. Puis en cette période de l'année où on vient de gagner la Coupe du Monde et où le ciel est bleu avec la note bleue du jazz qui tombe là, écoutez, je sais pas, on peut pas être plus heureux. Hein. La note bleue sera funky avec Bootsy Collins. Le bassiste a quelques décennies d'expérience derrière lui. Il a joué aussi bien avec James Brown qu'avec Lenny Kravitz. Bootsy aime les étoiles, témoin sa space bass. Être sur scène en plein air le fait planer. C'est en plein air, vous avez de l'air frais, des arbres partout, c'est une super sensation. Bonne vibration sous les oliviers, l'ambiance d'un mini Woodstock, un jardin où l'excentricité funk et le jazz des puristes vivent en parfaite harmonie. Et puisque nous ne sommes pas loin du rocher, cette nouvelle importante sur votre carnet rose, Stéphanie de Monaco a donné naissance à un 3e enfant, une petite fille prénommée Camille Marie Kelly, Kelly comme Grace Kelly.
Voilà, ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres. C'est peut-être un coup de tonnerre qui s'abat sur le Tour de France. Le directeur sportif de l'équipe Festina ainsi que le médecin ont été placés en garde à vue. Ils seront entendus et ils sont entendus par la police. C'est le retour des héros. Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu, Fabien Barthez sont tous rentrés au pays. Là encore, ils n'étaient pas seuls. La foule les attendait. C'est ce qu'on appelle une visite controversée. Le Syrien Hafez el-Assad arrive en France demain. Illustration d'un revirement progressif de la politique française au Proche-Orient. Voilà, dans un instant, la météo. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Emmanuel Vannier recevra Jean-Louis Foulquier, le directeur des Francophonies. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h et je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.